Cette semaine à enquête, le 11 septembre 2001, la journée la plus scrutée à la loupe de toute l'histoire. Mais après plus de 8 ans, les interrogations semblent se multiplier. Je ne crois pas à la version des 19 hommes armés d'Exacto, sous les ordres de Ben Laden, terrés dans une caverne en Afghanistan. Un nombre croissant de personnes pensent maintenant que le gouvernement américain était derrière les attentats, que ce soit contre les tours jumelles. Le 11 septembre, combien savaient que l'affaissement de ces tours avait été causé par une démolition contrôlée? Le Pentagone. Dans le cas de l'édifice du Pentagone, les dégâts ont été causés de l'intérieur par le biais d'explosifs secrètement posés d'avance. Ou le funeste vol 93 de la United Airlines. De courageux passagers se battent contre des terroristes dans la cabine de pilotage. On a tous les ingrédients d'une superproduction hollywoodienne. C'est un des graves problèmes de la version officielle. Et nous allons révéler la vérité. Bienvenue à Enquête. Dans la foulée des événements du 11 septembre, la majorité des Américains croyaient leur gouvernement et la version officielle, selon laquelle 19 pirates de l'air, financés et entraînés par Al-Qaïda, étaient responsables des attentats. C'est du moins ce qu'ils croyaient en 2001. Ce qui est surprenant, c'est que les sondages disent maintenant le contraire, que la majorité des Américains pensent que le gouvernement Bush était au courant de l'imminence des attentats, qu'il les a laissés se produire. Ici, au Canada, un Canadien sur 3 partage cet avis. Qu'il soit question de la théorie du complot ou d'attentats terroristes, nos collègues du Fifth Estate de la CBC ont voulu donner la parole aux deux clans qui s'affrontent et qui prétendent détenir la vérité. Huitième anniversaire des attentats du 11 septembre. Les pompiers de New York se rassemblent à Ground Zero pour rendre hommage à leurs collègues disparus. Ils veulent s'assurer qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé ici. Les pires attaques en sol américains depuis Pearl Harbor. Au même moment, un groupe de gens sont réunis à Lower Manhattan. Ils contestent la version officielle du gouvernement américain qui, selon eux, a toujours caché la vérité. Ce groupe fait partie du mouvement des partisans pour la vérité du 11 septembre. On les appelle les Truthers. Please give a warm We Are Change welcome to Mr. Richard Gage, AIA. Ce soir, leur invité d'honneur est un des leaders de ce mouvement, Richard Gage. Thank you. Il n'a rien d'un contestataire. Richard Gage était un architecte à San Francisco. Il a longtemps cru à la version officielle. J'ai vu l'explosion des tours jumelles du World Trade Center. Les experts disaient qu'il s'agissait d'un effondrement gravitationnel causé par un problème de structure, imputable au feu. Je n'avais jamais vu un gratte-ciel s'écrouler comme ça. L'explosion des tours jumelles, ça a été un événement incroyable, parce que ce n'était jamais arrivé auparavant. 5 ans plus tard, Richard Gage roule en voiture lorsqu'il entend à la radio des propos qui vont changer sa vie. This is Guns and Butter. It is not difficult to see that the official account of the World Trade Center cannot be true. C'est ce qu'affirme David D. Griffin, le gourou du mouvement pour la vérité du 11 septembre. Un gratte-ciel à charpente d'acier ne s'effondre jamais, sauf lorsqu'on lui installe des explosifs pour déclencher une démolition contrôlée. J'étais renversé d'entendre ça. J'en revenais tout simplement pas.
C'étaient des preuves irréfutables. Mais la majorité des ingénieurs et des architectes l'ignoraient. Et même les médias n'en parlaient pas. On venait enfin de lever le voile sur les preuves de la destruction des 3 tours du World Trade Center. Il a quitté son poste d'architecte et se consacre à plein temps à la croisade du mouvement pour la vérité du 11 septembre. Richard Gage est bien connu du chroniqueur du National Post, Jonathan Kay, qui écrit un livre sur ce mouvement. Il se bat pour ce qu'il considère être la vérité. Il reste indifférent aux critiques, même lorsqu'elles proviennent de ses collègues qui le traitent de théoricien du complot. Please put your hands together and welcome San Francisco Bay Area architect Richard Gage, AIA. Chaque réunion est l'occasion de rappeler les véritables causes de la destruction des tours. Une destruction préméditée, non pas avec des avions, mais avec des explosifs. Ce projet particulier s'est avéré très pénible, non pas pour tirer les conclusions, mais plutôt pour ce que ces conclusions impliquaient. Selon Richard Gage, il faut d'abord examiner la façon dont les tours se sont écroulées. Le vol 175 de la United Airlines frappe la tour sud à partir du 78e étage. 56 minutes plus tard, les étages au point d'impact commencent à s'écrouler et à être projetés. Ensuite, les étages sous l'avion dégringolent en chute libre, sans la moindre résistance. Tout cela en 9 secondes. La seule façon pour qu'un édifice s'affaisse de 30 mètres à une telle vitesse d'accélération serait de retirer toutes les poutres de support d'un seul coup. Rien n'attire le reste de cette tour vers le bas, une fois que cette section supérieure s'est détruite. Elle se met pourtant en pièces à la vitesse d'accélération d'une chute libre. Presque tout le béton et les plaques de plâtre de l'édifice sont réduits en poussière en plein ciel. Une demi-heure après l'effondrement de la tour sud, la tour nord s'écroule subitement elle aussi, sans rencontrer la moindre résistance. En 11 secondes. Selon Richard Gage, une seule raison peut expliquer ce type d'effondrement. L'utilisation d'explosifs, étage par étage, qui ont projeté tous ces débris et ces flamèches partout. Les édifices qui s'éventrent à la vitesse d'accélération de la chute libre projettent des pans de murs de 18 tonnes à une distance de 180 mètres. Pour qu'ils atterrissent 180 mètres plus loin, il faut absolument qu'ils aient été expulsés à des vitesses variant entre 80 et 115 km/h. Qu'est-ce qui peut générer une telle puissance? Richard Gage n'a plus aucun doute. Le 11 septembre ne s'est pas passé comme on nous l'avait dit. Comme à chaque jour, le 11 septembre 2001, 5000 avions survolent les États-Unis. Peu avant 8 heures ce matin-là, les 4 avions de ligne avec les terroristes décollent. Les vols 11 d'American Airlines et 175 de United Airlines partent de Boston. Le vol 93 de United Airlines quitte Newark. Le vol 77 d'American Airlines décolle de l'aéroport de Dulles, en banlieue de Washington. Tous ces appareils sont suivis sur le radar de l'administration fédérale de l'aviation. L'espace aérien entre New York et Washington figure parmi les mieux protégés aux États-Unis, voire dans le monde entier. Seulement quelques minutes de vol séparent la Maison-Blanche des bases aériennes Andrews dans le Maryland et Langley en Virginie. C'est là qu'attendent des chasseurs F-16 et F-18 prêts au combat.
La question demeure donc entière. Pourquoi n'y avait-il aucun de ces chasseurs dans le ciel de Washington et de New York en ce matin du 11 septembre 2009? À 8h14, le vol 11 d'American Airlines ignore l'ordre de changer d'altitude. Pour le contrôle de la circulation aérienne, c'est là que tout commence. Le contact radio est perdu, puis le signal du transpondeur. Le vol 11 change de trajectoire et fonce vers New York. À 8h25, un contrôleur croit entendre la voix d'un pirate de l'air. Lorsqu'elle croit qu'il y a une urgence, la FAA doit contacter l'armée américaine. Mais les enregistrements de la radiocommunication du 11 septembre révèlent que cela n'a été fait que 8 minutes avant que le deuxième avion frappe la tour nord à 8h46. Trop tard pour faire décoller des chasseurs pour l'intercepter. C'est tellement hors de l'ordinaire que ce n'est même pas plausible. David Ray Griffin, un des Truthers, conteste la version officielle et a écrit plusieurs livres sur les événements du 11 septembre. Supposons qu'ils aient laissé passer un premier avion. Mais le deuxième, alors qu'une tour du World Trade Center a déjà été frappée, ils n'auraient pas prêté plus d'attention au vol 175? Après la première attaque, 2 chasseurs F-15 décollent d'urgence du Massachusetts. Ils sont en vol à 8h53, au moment même où le contrôle de la circulation aérienne tente d'entrer en contact avec le vol 175, qui dévie de sa trajectoire et s'approche de New York. Cependant, les contrôleurs n'informent l'armée de ce deuxième détournement d'avion que 10 minutes plus tard, soit à 9h03, heure à laquelle le vol 175 de la United Airlines percute les étages supérieurs de la tour sud. Les chasseurs F-15 attendent encore l'autorisation de décoller à quelques 180 km de là. Ils auraient pu détruire cet avion en plein ciel, d'autant plus qu'un autre avion, soi-disant détourné, avait déjà percuté une tour. Bien sûr, il y aurait eu quand même des morts si on avait descendu l'avion, mais moins parce qu'on aurait empêché une autre attaque. Et ça, ils auraient eu amplement le temps de le faire. Mais ce n'est pas arrivé. Le 11 septembre, Barry Zwicker, commentateur de nouvelles à Toronto, regardait en direct ce massacre à la télévision en se demandant pourquoi l'armée de l'air n'intervenait pas. Je me disais, que fait l'armée de l'air américaine? Je m'énervais de plus en plus. Ma femme m'a dit, pour l'amour de Dieu, calme-toi. Mais c'était impossible. Depuis près de 2 heures, on nageait en plein drame et pas un seul avion de combat en vue. Ça se pouvait pas. Et c'est là que j'ai compris. Aujourd'hui, Zwicker est devenu le chef de file des Truthers au Canada. Nous faisons face à une tuerie, qui est en fait une trahison. Parce qu'il n'y a eu aucune intervention militaire pour nous défendre. Les initiés gardent le secret, alors que les profanes n'en savent rien. Comment se fait-il que personne ne se pose ces questions ou ne mène une enquête là-dessus? Alors nous, on l'a fait. James Meggs est rédacteur en chef de la revue Popular Mechanics. Cette revue de vulgarisation scientifique n'a pas été capable de répondre aux questions soulevées par les événements du 11 septembre. Par exemple, où était l'armée de l'air ce matin-là? Pour le commun des mortels, il est difficile de comprendre comment la plus grande puissance militaire du monde n'ait pas réussi à faire décoller ce matin-là des chasseurs plus vite qu'elle ne l'a fait. Ce qui est intéressant avec ces théoriciens du complot gouvernemental, c'est qu'ils commettent souvent la même erreur, ce qui pourrait ressembler à de la pensée magique. Ils ont vu trop de films. Ils croient que dès qu'un avion dévie de sa route, 3 chasseurs décollent d'urgence et le talonnent quelques secondes plus tard. Ça ne marche pas comme ça. Ils présument que la défense aérienne avait la compétence pour contrer ce genre de menace. Ce n'était pas le cas.
Elle aurait dû y être mieux préparée, elle aurait dû y penser et s'entraîner en conséquence. Mais ils s'entraînent pour ça, non? Pas pour des avions décollant des États-Unis. Le système de défense antiaérienne a été conçu pour faire face à des attaques provenant de l'extérieur. Selon ceux qui croient au complot, ce coup a été monté pour justifier les invasions de l'Afghanistan et de l'Irak. Ils accusent même la revue Popular Mechanics d'avoir été dans le coup. Avant même la publication de notre article, nous recevions déjà des menaces. Certains présumaient que nous faisions partie d'une conspiration. Plusieurs sites web nous accusaient de faire partie de la CIA. Imaginez un complot qui impliquerait le gouvernement, tout le personnel de la CIA, les contrôleurs d'une douzaine d'aéroports, des centaines de milliers de personnes. C'est impossible, voyons. Chaque 11 septembre depuis 2001, le mouvement pour la vérité revient à New York pour se mettre à jour et s'encourager. Alors, comme je dis souvent, plutôt que de ne rien faire, soutenez au moins ceux qui dénoncent les mensonges et démasquent les menteurs. Dans la série américaine Rescue Me, le comédien Daniel Sunjata joue le rôle d'un pompier de New York qui est convaincu que le gouvernement était derrière les attentats du 11 septembre. C'est un outrage à leur mémoire. Non, abruti. L'outrage, c'est de croire à la version officielle du 11 septembre, comme 99,9% des gens de ce foutu pays. Moi, j'honore la mémoire des victimes. J'honore mes frères en posant des questions. Daniel Sunjata affirme que c'est en faisant des recherches pour son rôle qu'il est devenu un truther. Pour beaucoup de gens, il est impossible d'imaginer que leur propre gouvernement soit capable d'une telle trahison, qu'un petit groupe au sein du gouvernement puisse commettre des actes criminels et être responsable de la mort de civils américains, tout ça pour des raisons géopolitiques. Craig Reinke, un membre du mouvement, croit connaître les causes de la destruction du Pentagone lors de ce fameux matin du 11 septembre. Seuls des témoins oculaires ont vu ce qui s'est passé. Aucune vidéo de l'attaque sur le Pentagone n'a été rendue publique. Il y a très peu d'images sur l'attaque du Pentagone. Le matériel des caméras de surveillance de l'édifice a été classé secret par la défense américaine. Ils n'ont fourni qu'un court extrait vidéo qui ne nous aide guère à y voir clair. Les témoins oculaires ont décrit l'approche de l'avion. Craig Reinke soutient que, selon les témoins, en raison de son approche, il était impossible que le vol 77 ait frappé le Pentagone. Pour nous, la seule explication logique est que tous les dégâts ont été causés de l'intérieur, par le biais d'explosifs secrètement placés d'avance. Les Américains passent beaucoup de temps à chercher les complots. C'est presque devenu un passe-temps national. Par exemple, John F. Kennedy a-t-il été assassiné par Lee Harvey Oswald ou par la CIA? L'homme a-t-il réellement marché sur la Lune ou s'agit-il d'un canular d'Hollywood? Et maintenant, le dernier événement de cette nature, le 11 septembre et les Truthers. Jonathan Kay est auteur et journaliste. Vous savez, dans la culture américaine, il existe une tradition de populisme qui s'est manifestée tout au long de notre histoire. Cette tradition veut que, quelles que soient les élites au pouvoir, le peuple s'est toujours donné le droit de les contester. Les politiques de Bush ont réveillé le militantisme. Either you are with us or you are with the terrorists. Selon John Farmer, avocat conseil lors de la commission sur les événements du 11 septembre, le gouvernement américain, en voulant dissimuler ses erreurs, a lui-même provoqué la naissance des Truthers. Quand la version officielle des événements ne coïncide pas avec la réalité, l'imagination des gens s'emballe. Et c'est là qu'apparaissent toutes sortes de théories,
comme celle du complot suggérant que le gouvernement soit l'instigateur de la destruction des tours en y installant des explosifs à chaque étage. Jusqu'ici, il n'y a absolument aucune preuve pour soutenir cette théorie. Nous avions ce mythe aux États-Unis que notre gouvernement, contrairement à d'autres, était honnête envers ses citoyens, que nous formions une nation exceptionnelle. David Ray Griffin, un théologien renommé, s'intéresse au 11 septembre. Je viens juste de me joindre au mouvement. Il comprend bien la controverse entourant ce mouvement. Si nos propres dirigeants ont orchestré ces attaques et nous ont menti, cela signifie qu'ils sont responsables de cette tuerie et qu'ils nous ont trahis. Trahir la confiance de ses citoyens, c'est commettre un crime très grave. La revue britannique New Statement vient de le désigner comme l'une des 50 personnes les plus influentes au monde. Selon Griffin, les appels téléphoniques du 11 septembre, prétendument effectués dans les avions sur le point de s'écraser, sont un coup monté par le gouvernement. Exemple, celui effectué par l'agente de bord, Betty Young. Le poste de pilotage ne répond pas. Quelqu'un a été poignardé en classe affaires. Je crois qu'il y a du gaz, car on ne peut pas respirer. Je pense que notre avion est détourné. Il y a eu une quinzaine d'appels téléphoniques en provenance des 4 avions. Ils étaient soi-disant faits à partir de téléphones cellulaires. Et plusieurs des supposés appels effectués par les pirates de l'air proviendraient aussi de cellulaires. Griffin soutient qu'il est impossible pour un passager de faire des appels à partir de son téléphone cellulaire dans un avion. Comme preuve, il cite les recherches du Canadien Keith Dudney, professeur d'informatique à l'Université Western en Ontario. Ces recherches sont reconnues internationalement, comme ici à la télévision japonaise ou encore sur l'Internet. Il a découvert que sur les gros porteurs, plus on monte en altitude, moins les communications par cellulaire sont bonnes. À 300 mètres d'altitude, on perd le signal. Ce sont les moteurs de l'avion et la grande quantité de métal des appareils qui interrompent le signal et rendent toute communication impossible. Alors, quand l'appareil vole à 10 000 mètres d'altitude, je dis, oubliez ça, c'est impossible. Le résultat de ces recherches est reconnu par le milieu scientifique. Selon Dudney, les appels des téléphones cellulaires du 11 septembre sont des faux. Et même les appels des téléphones de l'avion, qui fonctionnent pourtant à haute altitude, auraient été aussi truqués. Allô, mon chéri. Écoute-moi bien. Je t'appelle de l'avion. On a été détournés. Je veux te dire que je t'aime. Un de ces appels est celui de Cissy Lies à son mari avant l'écrasement du vol 93 en Pennsylvanie. Je ne sais pas quoi dire. 3 types ont détourné l'avion. J'essaie de garder mon calme. Il y a aussi des enregistrements de l'équipage et ceux des contrôleurs qui tentaient de leur parler. Et c'est le chaos lorsque l'avion disparaît des écrans radars. Keith Dudney soutient que tout ça a été concocté par les services de renseignement américains afin de berner la population. On nous fait croire que ces appels sont le fait de terroristes arabes qui avaient pris le contrôle des avions et qui scandaient des slogans religieux. On entendait des cris. C'est ce qu'ils ont dit. Des cris de frayeur et de haine. C'est exact. C'est très facile de simuler un appel radio. Je peux faire un message radio avec n'importe quel environnement sonore, avec des effets de bagarre. Nous avons pris contrôle de l'avion. J'espère avoir la chance de te revoir, mon ami. Le message de Mme Lies est chargé d'émotion. Son mari a reconnu, hors de tout doute, qu'il s'agissait bien là de la voix de sa femme. Je t'aime.
C'est une histoire géniale. C'est fantastique et ça contribue à la thèse que l'avion a effectivement été détourné par des pirates de l'air arabes. Je dois dire, désolé, mais cet appel aussi était simulé. Comment le savez-vous? Je ne le sais pas. Il doit l'être. Pourquoi? Parce que c'était impossible de faire d'autres appels. Le professeur Doudney croit que tous ces appels résultent d'une minutieuse opération d'un service de renseignement ciblant les passagers. On rassemblait des informations personnelles sur eux, puis on élaborait des textes lus par des acteurs et filtrés par des ordinateurs qui imitaient leur voix. Le poste de pilotage ne répond pas. Je pense que notre avion est détourné. Mais même avec le meilleur système d'imitation vocale, comment des acteurs auraient-ils pu connaître le nom des animaux domestiques et les expressions personnelles des passagers pour convaincre leurs proches qu'ils parlaient réellement avec eux? Personne ne peut connaître ce genre de renseignement personnel, pas même un service de renseignement. Et ils ont gaffé. L'un d'eux s'est trompé en appelant sa mère. Bob Brigham. Il a dit « Allô maman, ici Bob Brigham ». En fait, ce n'était pas Bob Brigham, c'était plutôt Mark Bingham. Doudney fait référence ici à un des passagers du vol 93, Mark Bingham. Sa mère dit qu'il l'a appelé, il lui a décrit le détournement. Mark Bingham, peu importe, c'est ça. Allô maman, ici Mark Bingham. Bon, d'accord. Est-ce qu'il parle habituellement ainsi à sa mère? Probablement que non. Selon Doudney, c'était une preuve que l'appel n'était pas de son fils. Avez-vous contacté sa mère? Non. Elle s'appelle Alice Hoagland et elle affirme que c'est le genre de blague qu'il faisait au téléphone pour s'amuser. Elle dit que lorsqu'il l'appelait, il utilisait parfois cette façon de se présenter. Cela signifie seulement qu'ils ont fait un excellent travail. Un autre exemple de question sans réponse, peut-être l'appel le plus important de cette journée-là. À bord du vol 77 d'American Airlines, la présentatrice de télévision Barbara Olson contacte son mari, Ted Olson, alors solliciteur général des États-Unis. Il a dit à CNN qu'elle lui avait parlé du vol 77 à 2 reprises, pendant 1 minute chaque fois. Il n'était pas certain si c'était d'un téléphone cellulaire ou d'un téléphone air-sol. Mais il a dit qu'elle avait mentionné que les pirates de l'air étaient armés de couteaux et d'X-Acto. C'est le seul appel qui mentionne les X-Acto. C'est donc un appel important puisqu'on savait que les pirates avaient des X-Acto. Ted Olson a déclaré au FBI que sa femme avait appelé 2 fois ce matin-là, des appels d'environ 1 minute chacun. Toutefois, selon la preuve déposée par le FBI dans une cause relative au 11 septembre, Barbara Olson n'aurait pourtant fait qu'un seul appel du vol 77 et cet appel a duré 0 seconde. De 2 choses l'une. Soit Ted Olson a été trompé par de faux appels, soit il a inventé toute cette histoire. D'une manière ou d'une autre, la version officielle est basée sur un mensonge. Aucun journal, aucun magazine, aucune station de télé à travers les États-Unis n'a rapporté ce fait, pourtant révélé par le FBI en 2006. En supposant que toutes ces théories parallèles soient vraies, les tours jumelles du World Trade Center se seraient écrasées sous l'effet d'une démolition contrôlée. Le Pentagone n'aurait pas été frappé par un avion, mais par un missile ou même une bombe. Le vol 93 de la United Airlines aurait été détruit par l'armée américaine. Qu'est-ce que tout cela signifierait? Combien de gens seraient impliqués? Et comment une conspiration d'une telle envergure aurait-elle pu demeurer secrète aussi longtemps? Ce sont des questions auxquelles les partisans du mouvement pour la vérité ont beaucoup de mal à répondre. Les détracteurs du mouvement des Truthers leur reprochent d'offrir bien peu de scénarios de rechange crédibles à la version officielle. Mais eux, ils croient que leur mission est de révéler à tous que l'histoire officielle du 11 septembre est un mensonge. Une fois la population convaincue, elle exigera une nouvelle enquête, cette fois avec toutes les ressources gouvernementales disponibles. Et cette enquête nous dira ce qui s'est vraiment passé. Le professeur Key Doudney croit avoir résolu cette énigme en réorganisant les événements, en les remettant en ordre chronologique.
Résumons votre hypothèse. Ces 4 avions de ligne auraient décollé ce matin-là pour ensuite recevoir l'ordre de se poser sur une base militaire. Possiblement. Puis 2 autres avions de ligne trafiqués aux couleurs de United et d'American Airlines auraient repris les trajectoires des vols 11 et 175 pour aller s'écraser dans les tours jumelles. Essentiellement, oui, c'est ça. Et ils étaient téléguidés. Si je comprends bien votre théorie, ensuite les passagers et les membres d'équipage sont montés à bord du vol 93 de United Airlines, qui s'est écrasé à Sharksville, en Pennsylvanie, en tuant tous les témoins, et un missile de croisière ou un avion de chasse a même frappé le Pentagone. Par la suite, Doudney a suggéré que les 3 avions de ligne restants se sont abîmés dans l'océan Atlantique. Oui. Est-ce possible? Oui, je crois que c'est une bonne piste pour expliquer ce qui a pu se passer. Est-ce possible? Bien sûr, pourquoi pas? Prouvez le contraire. C'est de la folie. Donnez-moi une objection. Au milieu de la matinée du 11 septembre 2001, les tours jumelles se réduisent à un amoncellement d'acier et de poussière. Par contre, l'édifice numéro 7 de 47 étages du World Trade Center tient toujours debout, mais pas pour longtemps. À 17h20, il s'effondre sous nos yeux sans avoir été frappé par un avion. Pour la 3e fois aujourd'hui, un 3e édifice a été délibérément détruit par des charges de dynamite sciemment placées. Le mouvement pour la vérité sur le 11 septembre en a fait son mantra. L'édifice numéro 7 est la 3e plus grande défaillance structurelle de l'histoire moderne. Richard Gage, fondateur des architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, soutient que cet effondrement ne peut s'expliquer simplement par le feu qui sortait des 2 tours. Un gratte-ciel de 47 étages ne peut pas écraser les 40 000 tonnes de sa charpente d'acier et s'effondrer en chute libre sans que ses poutres de support n'aient été enlevées par des explosifs. Dès que le premier édifice s'est écroulé, j'ai tout de suite compris que cela n'avait rien à voir avec des explosifs. Brent Blanchard est un spécialiste de la démolition contrôlée de renommée internationale. Il a été embauché à Ground Zero dans la foulée des attentats. Les gens ont l'impression que l'édifice est tombé tout droit. En fait, quand la structure s'effondre, d'immenses sections pendent sur les côtés. La tour ne s'est pas effondrée sur place en chute libre. Elle a réagi normalement comme le ferait une structure affaiblie à cette hauteur. Voici ce qui reste de la tour 6. La tour 7 aurait été ici et la tour nord de ce côté. Blanchard affirme que l'effondrement des 2 tours a commencé aux étages frappés par l'avion. Il soutient qu'avoir placé des explosifs avant aurait été inutile et après, impossible. S'ils avaient été placés avant, ils auraient explosé à l'impact de l'avion. Et après, avec la chaleur du feu, ce n'aurait pas été possible non plus. Alors, qu'en est-il des flamèches et des débris qui, selon les Truthers, prouvent la présence d'explosifs? Lorsque l'effondrement commence, on peut voir un mouvement d'air ainsi que d'autres phénomènes. Je ne sais pas, je n'étais pas dans l'édifice à ce moment-là. C'est pure conjecture. Rien n'indique quoi que ce soit d'autre. Ce sont les indices visuels que nous avons et c'est tout ce que nous avons. Coulant comme de la lave, selon les premiers témoins. Richard Gage soutient qu'il existe des preuves d'un autre phénomène, découverte dans le ciment pulvérisé des tours jumelles, de microscopiques gouttelettes de fer fondu. En quoi est-ce important? Ces microsphères renferment la signature chimique de la thermite, une réaction chimique qui génère une chaleur intense et qui provoque l'effondrement des édifices. La thermite à laquelle Richard Gage fait référence est une combinaison de poudre d'aluminium et d'oxyde métallique qui dégage beaucoup de chaleur une fois en combustion.
Richard Gage souligne que la présence de termites sur le site du World Trade Center ne peut signifier qu'une seule chose, qu'elle a servi à rompre les colonnes métalliques des tours 1, 2 et 7 dans un processus de démolition contrôlée. L'agence fédérale responsable d'analyser l'affaiblissement de ces édifices admet n'avoir effectué aucun test pour déceler la présence de termites. Selon Richard Gage, on a aussi découvert des résidus de nanothermites dans les poussières du World Trade Center. Si vous tentiez de faire une démolition contrôlée en secret, vous n'utiliseriez pas des explosifs traditionnels comme le C4 ou le RDX, qui font beaucoup de bruit et de flamèches. La nanothermite ne produit pas d'explosions sonores ou lumineuses, comme les explosifs habituellement utilisés lors des démolitions contrôlées. Brent Blanchard admet qu'il n'est pas un expert en termites, mais il sait très bien que préparer l'implosion d'un gratte-ciel exige beaucoup de temps et de main-d'œuvre. Il faut d'abord exposer les colonnes de support et les affaiblir étage après étage. Et pour ça, on aurait besoin de 100 tonnes de termites. Vous savez, pour faire imploser un édifice, il faut avoir accès aux poutres de support et qu'elles soient exposées. Il faut aussi appliquer sur de nombreuses poutres suffisamment de termites pour que ça explose. Blanchard a aussi examiné les sismographes de New York cette journée-là. Voici le relevé du matin du 11 septembre. Ici, on a une onde qui indique les vibrations du sol sur le site de Ground Zero le 11 septembre. Ce relevé représente les secousses enregistrées lors de l'écrasement de la tour nord. Ce que vous voyez est l'enregistrement des vibrations transférées des poutres au sol lors de l'effondrement. On peut voir ici l'amplitude du mouvement. Est-ce que ça aurait été différent dans le cas d'une démolition contrôlée? S'il y avait eu le moindre catalyseur, on verrait un autre pic ici. Il y aurait un pic ici, et ce pic représenterait le catalyseur qui ferait exploser la poutre. L'explosion? Une forme d'explosion, oui. Mais le sismographe n'indique rien de cela. La plupart de ces questions auraient pu être abordées, voire résolues par la commission du 11 septembre, l'organisme indépendant chargé de faire la lumière sur les attentats. Dans son rapport final, la commission a préféré reléguer à d'autres agences fédérales la question de la présence éventuelle d'explosifs dans les tours jumelles. Pour ce qui est de l'édifice numéro 7, elle a complètement ignoré le sujet. Après 3 ans d'enquête, le rapport de l'Institut national des normes et des technologies exclut la présence d'explosifs dans les tours jumelles et ne mentionne rien sur la termite. Quant à l'édifice 7, l'Institut a constaté que les incendies sur plusieurs étages ont causé la défaillance d'une poutre de support essentielle, entraînant l'effondrement de l'édifice. Vous refusez de croire que ces édifices auraient pu s'écrouler de cette manière? Exactement. Le reste des colonnes n'aurait pas pu céder aussi rapidement pour entraîner un effondrement comme un véritable château de cartes, à moins que la majorité des poutres n'aient été coupées pour que l'édifice de 47 étages s'affaisse et soit réduit à un amoncellement de 4 ou 5 étages de hauteur. C'est le point fondamental du désaccord quant à l'interprétation des événements du 11 septembre. Il y a 3 ans et demi, 80% des gens à qui je parlais de ma théorie me prenaient pour un cinglé. Maintenant, c'est 30 ou 40%. Des centaines d'architectes connaissent maintenant la vérité. Depuis 2006, 900 architectes et ingénieurs se sont ralliés à la théorie de Gage. Selon eux, il y aurait bien d'autres causes pour expliquer ces effondrements que celles reliées aux structures des bâtiments ou aux lois de la physique. Si vous avez déjà placé des charges explosives dans ces édifices pour une démolition contrôlée, alors pourquoi blâmer les Irakiens ou encore Al-Qaïda? Nous avons des preuves que c'est une démolition contrôlée par des explosifs. À chaque fois que notre mouvement soumet des hypothèses ou d'autres éléments de preuve, nos adversaires en profitent pour réfuter notre discours et nier les faits. Voilà pourquoi nous ne faisons jamais de spéculation. Again, if what you say is true, would all of this not definitively
Si ce que vous dites est vrai, des dizaines, des centaines, sinon des milliers de personnes auraient été impliquées dans cette affaire. Et ce serait un secret très difficile à garder. Vous ne croyez pas, non? Comment ont-ils fait pour faire taire autant de personnes, autant de responsables dans ce terrible projet? Je pense que seule une enquête publique permettrait de démasquer les véritables responsables de cette opération qui, jusqu'ici, se sont défilés. Un des éléments sur lequel les deux camps s'entendent, c'est que la bataille pour la vérité autour des événements du 11 septembre a probablement moins d'importance pour le passé que pour l'avenir. Quand je voyage en Malaisie ou ailleurs, on me demande ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre 2001. Si le gouvernement américain était l'auteur de ces attentats, alors il faudrait arrêter les rumeurs et fournir des réponses claires. Parce que les gens croient à ces théories et c'est très mauvais pour l'image des Américains à l'étranger. Et c'est là qu'est le plus grand danger. Quel est le prix de notre silence? Quel est le prix pour accepter ce qu'on veut nous faire croire? Il faut parfois crever l'abcès. Il faut aller au fond des choses. Tourner enfin cette page de notre histoire sans avoir les vraies réponses à nos questions, je crois que ce serait inadmissible. Que l'on parle de la théorie du complot ou des scénarios parallèles, que ce soit plausible ou non, une question demeure au sujet du 11 septembre. Qui détient la vérité?